Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Suspendu hier, les travaux du dialogue national inclusif et souverain ont repris cet après-midi par la mise en place du Présidium, une équipe de 21 membres qui sera dirigée par Galing Gatangotier. Ali Mohamed Bello. Dialogue national inclusif et souverain, pas de dimanche pour la plénière qui reprend cet après-midi pour la phase décisive, la mise en place du Présidium. Et c'est fait. Président Gali Gotingata. Ok, c'est bon, merci. Merci. Premier vice-président Abderrahim Brahim Hamid. Deuxième vice-président Mahmoud Allahou Taher. Ça, c'est la liste consensuelle de la plénière. Au total, 21 membres qui vont siéger au Présidium, dirigé par Galing Gotengata. Salve d'applaudissements dans la salle. Et pour mieux se préparer pour le débat de fond, qui sera précédé par l'installation du Présidium, le président du comité d'organisation, Cheikh Ibn Oumar, suspend la séance et convoque la reprise pour les mardis. Justement, Ali Mohamed Bello, la reprise des travaux est prévue pour le mardi dans la matinée. Galingote Ngata est désigné président du Présidium par les participants au dialogue national inclusif. Il livre ses premières impressions au micro de Amadé Abbas. Je suis agréablement surpris que ceux qui m'ont proposé ne m'aient même pas consulté et que la salle ait applaudi ce choix. Donc, dans la mesure de mes possibilités, je ferai en sorte que la suite des débats continue dans la sérénité, surtout dans la compréhension et en consultation avec un certain membre de la plénière, nous essaierons de répondre aux questionnements pour lesquels le comité d'organisation du dialogue ne pouvait pas apporter une réponse. Mon souhait est que tout le monde soit dans la salle, y compris ceux qui ne sont pas encore dans la salle, et que nous ferons un effort pour aller vers eux, pour leur dire que ce qui se déroule dans la salle, c'est vraiment un événement pour le Tchad auquel il faut prendre part. Parmi ceux qui sont hors de la salle, il n'y a pas seulement les partis politiques et les organisations de la société civile. Il y a aussi les politico-militaires. Pour la paix dans ce pays que nous recherchons depuis des années, je rappelle que c'est dans les années 63-66 qu'a commencé la guerre civile dans notre pays et qu'il fallait arrêter la guerre, construire la paix pour se pencher sur le développement. Et donc, en concertation avec mes amis du bureau du Présidium, nous essaierons aussi de prendre des initiatives dans ce sens-là pour que le consensus vraiment soit inclusif. Je vous invite à suivre les impressions de quelques participants à l'issue de la mise en place du Présidium. Étant donné que la personne de Galing Gatangote, universitaire en politique de haut niveau, peut quand même mener des débats avec beaucoup de lucidité et surtout ramener effectivement les différents acteurs ici présents dans cette assemblée à pouvoir s'entendre. Parce que Gali, déjà, c'est un homme de consensus, qui a toujours fait de compromis, aussi bien par rapport à ses relations amicales, politiques. Donc, je pense que je suis tout à fait satisfait. Il y a certes des gens frustrés parce qu'ils n'ont été pas retenus, mais néanmoins, il faut que les gens privilégient l'intérêt national, l'intérêt général au détriment de l'intérêt particulier. Parce que ce qui mine le pays depuis 62 ans, parce que les gens ont toujours pensé à des intérêts personnels. Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire évoluer les choses pour parvenir à un accord, à des résolutions concrètes qui pourront nous aider à vraiment retracer, redéfinir un cadre ou bien un nouveau Tchad qui peut vraiment rassembler à tous les fils du Tchad. Ce que nous traversons, c'est un moment charnière, un moment très important dans notre pays. Et malheureusement, fort malheureusement, les vieilles pratiques sont en train de retrouver de la place. Le présidium qui a été concocté, ça et là, dénote de quelque chose qui malheureusement ne donne pas le courage aux autres de continuer dans ce sens-là.
À ce stade, je pense que ce n'est pas des bons signaux qu'on est en train d'envoyer. Donc ce n'est pas tout le monde qui va être content, mais il y a une petite partie qui va être mécontent. Mais je salue à sa juste valeur parce que c'est un haut cadre, quelqu'un qui a participé aux conférences nationales souveraines et il a le charisme et le niveau intellectuel et la sagesse de diriger. Et nous cherchons la refondation de notre pays. Si nous parlons de la refondation, donc c'est l'inclusivité. Tous, nous sommes des Tchadiens. Et la chefferie traditionnelle est d'avis en tant que facilitateur. Actuellement, nous venons d'assister à la présentation d'une liste supposée être celui des membres du Présidium. Il est inadmissible dans un contexte où il y a des savoir-faire, il y a de l'expérience, il y a des compétences, qu'on puisse procéder de cette manière. La première chose que le CODNI aurait dû faire hier, c'est qu'avant la suspension, on devait s'entendre sur la configuration des membres du CODNI. C'était la première chose à faire. Nous avons proposé une liste qui devrait permettre donc, à l'équipe du CODNI et encadrée avec l'équipe des sages de prendre parmi ceux qu'on avait proposés, ne serait-ce qu'une personne ou deux ou trois qui pourraient correspondre au profil tenant compte des postes qui sont donc requis pour le présidium. Malheureusement, nous avons été surpris qu'aucun membre de la diaspora n'a été donc cité, si bien que nous sommes dans la dynamique, disons, de catalyser et de soutenir les processus pour apporter notre expertise, aussi bien au niveau de commissions thématiques, mais nous exprimons encore une fois de plus que la diaspora mérite bien sa place au niveau donc du présidium. Ils peuvent apporter quelque chose d'important, étant donné que la plupart sont surtout des cadres qui sont dans des organismes internationaux et qui ont eu à organiser et à accompagner, à tenir des réunions aussi importantes. Des propos recueillis par Varelaj, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Draman Koulamala, présent dans la salle en qualité de participant, s'est prononcé à sa sortie. Pour lui, l'intérêt général doit privilégier au détriment de l'intérêt personnel. Suivez un extrait de ses propos. La plupart du temps sont des jeunes qui estiment ne pas avoir leur place dans le présidium. Vous avez vu, je me suis présenté à eux pour essayer de les calmer. Nous ne pouvons mettre personne de côté. Mais il faut bien reconnaître qu'il y a 1600 personnes, il y a 21 places. Comment on peut faire autrement que de faire des mécontents? Mais qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est sa place au présidium? Est-ce que c'est son sort personnel? Ou il faut voir la perspective de l'histoire de notre point de vue que celui de son sort personnel? Il faut voir le Tchad. Ce qui va venir devant n'est pas plus important que d'entrer dans le présidium. Vous pensez que moi, je n'aurais pas aimé être président du présidium ou vice-président ou rapporteur? Mais la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. On ne peut pas mettre tout le monde. On ne peut pas mettre toutes les personnes dans le présidium. Et si le présidium pouvait résoudre tous les problèmes du Tchad, ben on aurait fait tous les jours un présidium. Le présidium n'est là que pour diriger les débats. Et ce présidium est un présidium équilibré entre les politico-militaires, l'opposition, le pouvoir. Et nous espérons que le chemin que nous allons prendre est un chemin qui va sauver notre pays, qui va nous rassembler. Et je crois que ce soit dans l'islam ou dans la Bible, on dit toujours « guide-nous vers le droit chemin ». Dans l'islam, c'est le premier verset, et dans la Bible, c'est conduis-nous vers le droit chemin, vers une ville habitable. C'est les Hommes 107.7. Voilà la vérité. Si on est croyant, on croit en Dieu, on va dire ce qui s'est passé, c'est Dieu qui l'a voulu, et réfugions-nous derrière Dieu pour qu'il sauve cette nation. Autre volet de l'actualité, le conseiller à la Direction générale de services de sécurité des institutions de l'État d'Égypte, le général Issa Meina, accompagné de certains cadres de l'armée, a visité le périmètre agricole où des activités sont menées par le génie militaire. C'était dans la sous-préfecture de Maïaïch, province du Chariba-Germi. Boussou-Kike Fernand. Cette visite, la toute première effectuée par les responsables militaires depuis la mise en place de ces champs
d'environ 1600 hectares a pour but de s'enquérir de la situation des hommes en treillis travaillant dans ces champs de milliers d'hectares afin de ravitailler leurs frères d'armes dans les différentes casernes du pays en prévision, nous a confié le général de brigade Issa Mena. Le général de brigade Issa Mena a par ailleurs loué le courage des éléments de la génie militaire pour la détermination qu'ils font montre avant de solliciter du président du Conseil militaire de transition un renforcement conséquent de matériel agricole approprié afin d'effectuer les travaux champêtres en plein temps. Ziber Haroun, sous-préfet de Maï-H, a pour sa part adressé ses remerciements aux plus hautes autorités du pays, en l'occurrence les chefs militaires, d'avoir choisi sa circonscription pour faire des travaux champêtres. Ces activités ont créé une main-d'œuvre locale, surtout aux familles vulnérables, a-t-il précisé. Le commandant de la zone numéro 7 de défense et de sécurité du Borkou, colonel Kessoubala Naouré, a procédé à la remise d'écran à 18 officiers des différents corps de l'état-major de sa circonscription. La cérémonie s'est déroulée à l'état-major de la dite province en présence des autorités civiles et militaires. Kadnouba Théophile. 18 officiers des différents corps à l'état-major de la zone de défense et de sécurité numéro 7 du Borkou qui bénéficient d'écrans. Une cérémonie de reconnaissance rehaussée par la présence des autorités civiles et militaires de la province du Borkou. Le commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 7 du Borkou, colonel Kessoubala Naouré, a félicité et encouragé les officiers bénéficiaires de ces écrans et les autres militaires à doubler d'efforts pour assurer la sécurité de la population, de leur zone et de leurs biens. Par ailleurs, il tient à exprimer toute sa reconnaissance au président du Conseil militaire de transition, général Mamad Idriss Déby Itno, pour la confiance placée en sa personne pour diriger la dite zone. Le secrétaire général de la province du Borkou, Hassan Hamid Elimi, représentant le gouverneur de la dite province, invite les forces de défense et de sécurité à une franche collaboration avec les populations de leur circonscription militaire afin de faire régner la paix et la sérénité. Le ministère de la Santé et de la Solidarité nationale vole au secours de déplacer des conflits éleveurs-agriculteurs qui se trouvent dans le département de la Tandjilé-Est. Ils sont près de 2000 à bénéficier de ces dons du gouvernement composé de vivres. Mohamed Ramadan. Département de la Tandjilé-Ouest, Ali Yabakar Issa, salue cette action du gouvernement destinée à soulager la souffrance de ces déplacés. Il sollicite en même temps l'assistance d'autres bonnes volontés. Pour sa part, l'ancien député et membre de la mission, Zakaria Hassan, encourage la population à privilégier la voie du dialogue afin de régler tout conflit. Le directeur général de la Solidarité nationale, Kaoudé Israël, a précisé qu'en cette période, le président du Conseil militaire de transition a pour souci majeur la protection de sa population, aussi bien sur le plan social que sécuritaire, et d'œuvrer pour la paix et la cohabitation pacifique entre les citoyens. Pour lui, aucun pays ne peut se construire dans la guerre ni se développer sans les autres. Il estime que le conflit éleveur-agriculteur n'est pas un phénomène, mais plutôt un comportement caractérisé par un déficit de communication et de dialogue sincère entre ces deux couches. Très réconfortés par cette assistance, les bénéficiaires remercient le gouvernement pour ce geste. Le préfet du département de Ouahi a présidé ce matin la cérémonie de remise du prix d'excellence scolaire aux maires lauréats de son département. La cérémonie s'est déroulée en Gouri en présence des parents amis des lauréats. Mohamed Salih Omar. Cette cérémonie deuxième du genre organisée en l'honneur des meilleurs bacheliers dans le département de Ouahi vise à promouvoir la culture d'excellence en milieu scolaire. Ils sont 13 bacheliers à l'honneur, dont 5 ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur travail remarquable.
Le président du comité d'organisation, Adam Ibn Adam, a exprimé sa gratitude aux autorités départementales qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Les représentants du corps enseignant et des parents d'élèves se sont relayés pour saluer le courage de ces lauréats et leur demande de continuer dans ce sens. L'inspecteur départemental de l'éducation nationale de Ouaï, Abakar Ali Kanto, s'est réjoui de ces taux de réussite au baccalauréat. Très ému, le représentant des lauréats, Abakar Ali Kourtou, dit merci au corps enseignant pour ses conseils, orientations et encadrements qui ont abouti à ces résultats. Le préfet du département de Ouaï, Mohamed Abakar Dindi, a signifié que le pays a besoin de cadres compétents pour relever plusieurs défis. Des pluies diluviennes de ces derniers temps dans la capitale ont causé des inondations un peu partout avec leur cholère parmi les conséquences de ces diverses maladies. Un reportage de Guillaume Benguiri. Nous sommes à Goudji dans le 2e arrondissement de la capitale. C'est l'un des quartiers qui ont enregistré d'énormes dégâts suite aux pluies qui se sont abattues sur la ville de N'Djamena. L'on enregistre dans ce quartier plusieurs victimes d'inondations qui ne savent à quel s'inscrire face à cette situation. L'abondance des eaux stagnées ne sont pas sa conséquence sanitaire. Et là, il y a des pathologies qu'on peut citer parmi tant d'autres. Il y a beaucoup, par exemple le choléra. Et en deuxième position, avec l'humidité, il y a le paludisme. Parce qu'on est dans une zone où il y a beaucoup endémique, donc il y a le paludisme, il y a la fièvre typhoïde, il y a les maladies diarrhéiques. Les maladies diarrhéiques surtout chez les enfants, quand ils sont en contact toujours avec de l'eau, ils peuvent développer ces pathologies. Les hépatites aussi, ça ne manque pas parce qu'il y a l'hépatite A. Et là aussi, on peut parler de la poliomyélite. Ça aussi, ça fait partie. Et la gale. L'écroulement des maisons et la dégradation des rues empêchent certains habitants de circuler comme il se doit. Pour partir chez moi, là, il faut que j'entre dans l'eau. Si un malade vient, il est obligé d'entrer dans l'eau pour venir me voir. Donc on ne peut pas dire à tout le monde de ne pas entrer, mais s'il y a cas d'urgence, il faut qu'on entre. Mais surtout les enfants. Il faut qu'on évite les enfants à entrer dans l'eau. Donc c'est très risqué pour les enfants, mais il faut qu'on arrive à faire quelque chose aussi. Et cela retarde également nos activités, surtout à caractère académique ou scolaire. C'est pas facile, jusqu'à l'heure où je suis en train de parler, les parents d'élèves viennent ici. Mais compte tenu de l'inondation que vous voyez ici, empêche même les parents d'aller même inscrire leurs enfants à l'école. C'est déjà un problème majeur. Selon cette victime d'inondation, la population doit également jouer sa partition en arrangeant les rues. Pas seulement la mairie. Donc à notre niveau, nous aussi, il faut qu'on arrive à faire quelque chose pour dire à la mairie que vraiment elle a failli à sa mission, quoi. La situation sanitaire qui découle de ces inondations pousse le responsable de l'assainissement de la commune de N'Djamena à prendre des mesures pour épargner la population des maladies liées à la pluie. Les premières mesures qui ont été prises, c'était de mettre des motopompes sur ces espaces publics-là pour pouvoir drainer ces eaux qui stagnent là vers des caniveaux qui sont autour de ces espaces publics. Par rapport donc aux maladies qui peuvent découler de ces eaux qui stagnent, une opération de pulvérisation de l'ensemble de la ville. Cette opération permettra d'éliminer d'une part les moustiques, mais également des insectes. Au regard de ce qui précède, l'intervention des autorités communales s'avère plus qu'indispensable pour sauver ce quartier du 2e arrondissement de N'Djamena. Après 15 jours de formation, les apprenants du complexe Abdullah Ibn Abbas ont reçu le parchemin ce matin. La cérémonie s'est déroulée au ministère des Affaires étrangères de l'intégration africaine en présence des responsables religieux. Guillaume Benguiri. Abdullah Ibn Abbas honore ses apprenants. Pendant 15 jours de dur labeur, 500 participants ayant suivi la formation sur les sciences islamiques reçoivent leur parchemin. Cette initiative du complexe Abdullah Ibn Abbas vise à renforcer les capacités spirituelles des apprenants sur la prédication islamique afin de mieux maîtriser les principes de base de l'islam. Selon Ahmad Moussa Haroun, représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques, cette formation vient à point nommé car elle a permis aux apprenants d'être mieux outillés sur les différentes manières de prier. À cette occasion, il appelle les récipiendaires à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation
afin de contribuer au développement socio-économique du pays. La Fédération tchadienne d'échecs a lancé ses activités à travers un tournoi organisé ce matin au centre culturel Baba Mustapha. Objectif, vulgariser cette discipline à travers des compétitions. Aimé Bialou. La Fédération tchadienne d'échecs, à travers cette compétition, vise à vulgariser ce jeu de société au Tchad. Plusieurs joueurs d'échecs ont répondu présents à ce rendez-vous. Cette première édition a regroupé 2 catégories. La première et la deuxième division. C'est un jeu vraiment très intéressant puisque ça aide à développer la capacité de concentration, de réflexion, de résolution des problèmes, mathématiques en particulier. C'est un jeu vraiment qui n'est pas encore connu au Tchad, mais on espère qu'avec le temps, on va impliquer tout le monde, quoi. Les filles, surtout la jeunesse doit vraiment s'impliquer dans ces jeux. On rêve de gagner les compétitions africaines, internationales, mondiales. Le président de la Fédération tchadienne d'échecs, Mamad Hachim, demande à tous ceux qui sont intéressés par ce jeu de se joindre à eux. Mamad Hachim demande également au ministère de la Jeunesse d'aider la Fédération d'échecs à vulgariser cette discipline. Le Tchad a pris part aux Olympiades d'échecs organisées en Inde entre fin juillet et début août 2022. Ainsi donc, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir.